Aujourd'hui, tu vas apprendre des stratégies simples de self-défense pour éviter 80% des agressions. Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire. Aujourd'hui, il est un peu des trois, pour t'aider à incarner le changement. Aujourd'hui, on accueille à nouveau Eric Keke pour parler de défense de rue ou de self-défense. Salut Eric. Salut à tous, bonjour Pierre. La semaine dernière, on a fait une interview Soif de Sens classique sur ton histoire, les idées reçues sur la self-défense et pourquoi ça peut changer ta vie. Donc allez l'écouter, c'est pas déjà fait parce que c'est une pépite. Et aujourd'hui, on passe à la pratique. Alors évidemment, vous enseigner de la pratique via un podcast et YouTube, c'est limité. Donc on va pas parler de quoi faire pendant une agression, d'enchaînement de frappes, coups de pied, etc. Et en fait, ça tombe assez bien parce que tu peux déjà éviter probablement 80% des agressions. J'ai vérifié si ça semblait cohérent à Eric. Tu peux éviter 80% des agressions avant qu'elles n'arrivent. On va t'expliquer comment. Et à la fin, on vous donnera des scénarios, pour tester vos réactions. Alors évidemment, il n'y a pas de bonne réponse universelle, mais il y a quand même des bonnes pratiques. Alors je te présente en 10 secondes. T'es un ancien policier, garde du corps de Chirac à un moment, et surtout cofondateur de l'ADAC, ADAC, l'Académie des arts de combat, qui forme notamment à la self-défense depuis plus de 20 ans. 25 ans. Tu commences à avoir de la bouteille. 25 ans. 25 ans, ok. Même 26 ans d'ailleurs. Bon anniversaire. 26 ans. J'allais dire c'est presque mon âge, mais t'as peut-être pas envie d'entendre ça. Mais parce que vous vous rendez pas compte, mais la self-défense, ça conserve vachement bien. Je sais pas si on peut dire ton âge, mais 57 pour sur YouTube. Ouais, moi je sais pas, je t'aurais donné beaucoup moins. Bref. J'ai fait un stage d'une semaine avec vous le mois dernier avec la DAC. J'ai adoré. Maintenant, j'ai envie d'en parler à la terre entière tellement vous faites un travail de qualité, souvent bénévole d'ailleurs. D'où ces 2 épisodes avec toi. Pour la petite anecdote, j'ai déjà fait une session Zoom avec ma famille pour leur partager plein de trucs. Je dois en faire une avec mes amis et une autre avec des collègues du coworking. Donc, cool. Peut-être au bout d'un moment, j'en aurais marre. Mais en tout cas, là, je suis trop content. C'est bien ça. Tout le but de cet épisode, c'est que face à une agression, vous soyez moins une victime qu'on appelle molle et plus une victime dure. Donc, pour commencer, même si sans trop détailler pour l'instant, est-ce que tu peux nous expliquer la grosse différence entre les deux ? En fait, c'est une cible, on appelle ça donc une cible molle ou une cible dure. Une cible molle, c'est une personne qui présente de la vulnérabilité apparente. Donc, effectivement, quand tu as un agresseur, il va te jauger. S'il voit que tu es vulnérable, il va avoir tendance à continuer son projet. Si au contraire, tu es une cible dure, c'est une cible qui est en capacité de se défendre, parfois tu ne l'es pas vraiment, mais en tout cas, tu le fais paraître et ça va plutôt dissuader la personne. Alors après, il faut distinguer quel type d'agresseur tu as en face de toi. Mais bon, en général, voilà. Ouais, ça, on va en parler. Donc c'est vachement important d'avoir un bon langage corporel, en fait, langage non verbal. Ouais. Il faut beaucoup travailler avec ça. Donc c'est pas peut-être les épaules recourbées, regarder par terre. Bon, évidemment, ton gabarit, ça peut jouer, mais c'est bien plus que ça. Oui, ouais. Ma compagne, le petit gabarit, mais elle a un super, elle est assez assertive, quoi. Elle est affirmée, tout. Elle est dissuasive. Tu l'embêtes pas. Elle a une espèce d'autorité naturelle qui fait que même moi, j'ose rien dire. Mais il y a plein de choses aussi qu'on peut travailler, et donc on va en parler. L'arme numéro 1, j'ai l'impression, pour la défense de rue, c'est le scanner. Scanner son environnement pour identifier les menaces. Comment est-ce que les gens qui nous écoutent peuvent apprendre comment est-ce qu'on scanne et qu'est-ce qu'on essaie de repérer autour de soi, que ce soit dans la rue, dans le métro, dans une soirée, etc. Alors, il y a une chose importante. Déjà, si on scanne, en général, c'est qu'on en éprouve le besoin. Je m'explique. Soit il y a une intuition qui est apparue dans votre psyché et qui vous dit il y a un truc anormal. Et là, vous avez besoin de vérifier, donc de scanner, comme je vais vous l'expliquer après. Soit vous allez tout simplement dans un lieu réputé pas sympa, et là, vous allez mettre le scanner en marche avant. D'accord ? C'est-à-dire que d'emblée, vous allez le mettre consciemment. D'accord ? Donc, scanner, ça veut dire quoi ? Tu peux aussi le faire naturellement dans la rue ou dans les transports, non ? Oui, bien sûr. Ouais. Tu peux aussi même le faire. Même si, a priori, t'as pas de... Ouais, en préventif, quoi. En préventif, tu peux le faire, effectivement, ouais. Après, c'est comme on disait dans le premier podcast, c'est un automatisme qui se met en place.
C'est un outil. Oui, le but, c'est pas de devenir parano. Voilà, Mais... en fait, c'est comme un radar, on va dire. Hein. Un radar, tu le mets en route, tu le mets pas en route, ton radar. En gros, ça veut dire que s'assurer de son environnement. Alors, qu'est-ce que je vais faire quand je scanne? Je vais d'abord tout naturellement regarder gauche-droite, parce que ça, c'est vraiment naturel pour un humain. Comme le disait Christophe Jacquemart, l'auteur de Neurocombat, on n'a pas été exposé dans le passé, à des menaces aériennes. On n'avait pas de prédateurs d'oiseaux qui allaient nous emporter, etc. Donc, on a moins l'habitude de vérifier le haut et le bas. Pourtant, il faut le faire. Donc, c'est gauche, droite, haut, bas. Et quand on est flic, il faut vraiment vérifier le haut-bas si tu veux pas te prendre une machine à laver sur la tête. Et une machine à laver? Quand tu vas dans des cités, il y a des mecs qui jettent des trucs par-dessus les toits, depuis les toits, pardon. Et parfois des machines à laver, ouais. Donc, si tu la prends, t'es mort. Donc, tu apprends vite à regarder s'il n'y a pas quelque chose en haut. Et ton scan aussi, c'est ce qui est très important, parce que là, on a parlé de choses qui sont face à toi. Et le scan, c'est aussi tout ce qui va être arrière haut, arrière bas et arrière. D'accord? Les deux zones les plus faibles sont les zones arrière haute et basse. Pour le dire autrement, si tu as un agresseur, il va plutôt avoir intérêt, lui, à venir dans ton dos. Les agresseurs, ils ont tendance à se foutre dans ton dos s'ils sont plusieurs. Tu peux en avoir un en face et l'autre dans le dos. Donc, il faut que tu t'assures de ça visuellement. Alors, le scan n'est pas seulement que visuel. Hein. Il est principalement visuel. Ouais. C'est important aussi d'avoir une bonne perception périphérique. Tu es en train de parler avec quelqu'un dans un café, tu as un rendez-vous dans un café, il y a une oreille qui traîne et qui écoute la conversation d'à côté ou du bar aussi un peu. D'accord? Moi, je suis très bon là-dedans. J'arrive par force d'habitude, à entendre deux conversations en même temps. Et ça, c'est des jeux qu'on t'a pas fait d'ailleurs en stage, qui étaient prévus, mais on n'a pas eu trop le temps de le faire. C'est des jeux qu'on fait beaucoup, ça. Tu dois... on l'a fait un peu aussi, quand même. Ouais. D'habitude, on insiste plus. On a toute une gamme de jeux là-dessus. Sur la perception auditive périphérique. Tu dois mener une conversation avec quelqu'un et restituer la conversation des personnes à côté. Ouais. Qui eux doivent faire la même chose. Une seule histoire, j'étais en PLS, alors j'imagine pas avec deux. Mais après, c'est des choses qui sont relativement naturellement. Bah oui, parce que tu peux avoir quelqu'un qui dit des choses pas cool à côté, tu vois, et ça t'informe en fait. Voilà. Donc le scan, c'est tu te sers de tous tes sens finalement, y compris de ton odorat, mine de rien, parce que un truc tout bête, mais là on parle d'agression, mais tu rentres dans un immeuble et ça sent le gaz. Bah, il y a peut-être une fuite de gaz. C'est peut-être bien que tu t'en ailles et que tu ailles prévenir les pompiers. Tu vois, c'est tout bête, mais voilà. C'est quelqu'un qui sent l'alcool. Et voilà, par exemple, exactement, quelqu'un qui sent l'alcool. En fait, tu te sers de tous tes sens pour être en conscience. Et tu as vu, je t'ai fait faire un exercice de Qigong. Je vous ai tous fait faire des exercices de Qigong. Et notamment en Qigong, il y a un exercice pour ceux et celles qui connaissent, qui nous regardent. Ça s'appelle Wuji. C'est un exercice de concentration. Au début, tu restes concentré sur un point et tu ouvres toutes tes perceptions. Tu vas te servir de tes oreilles, de ta peau, pour prendre de même ton ressenti interne. J'aime beaucoup cet exercice parce que il te met vraiment dans l'état que je recherche. Cet état où, d'un coup, t'es complètement aware, comme dirait Jean-Claude, notre père à tous. Donc ça, c'est le scan. Un exo similaire, ça peut être juste là, que vous soyez en train de, je sais pas, faire votre jogging, la cuisine ou quoi, pendant que vous écoutez le podcast ou de regarder cette vidéo sur YouTube, sans bouger ton regard, essayer de capter un max d'infos autour de toi, ou d'entendre effectivement s'il y a des bruits d'oiseaux, de voitures, des discussions, etc. Ça permet aussi, que ce soit quand tu balayes le regard ou par la vision périphérique, c'est encore mieux, d'être discret surtout, de pouvoir identifier une menace sans qu'elle sache que tu l'as identifiée, quoi. Et cette habitude à ne pas rentrer dans le mode focus, c'est-à-dire ce qu'on appelle le fameux effet tunnel, qui est une corollaire du stress. Hein, ça arrive à chaque fois que tu es un peu stressé, tu as tendance à resserrer. Et dans mon expérience de policier, chaque fois qu'on intervenait sur des interventions où il y avait eu une agression physique, interpersonnelle, les gens te décrivaient toujours les yeux. Ils n'étaient pas capables de te décrire les vêtements, mais ils te décrivaient les yeux. Et en plus, il y a la subjectivité qui faisait qu'il te le transformait toujours en un gros mec balèze qui les a agressés, etc. Et puis toi, tu retrouvais une crevette. En fait, bon, c'est fou. C'est l'effet focus. Donc, carrément. Et il faut arriver avec cette habitude de faire le scan. Tu sors de l'effet focus. Donc la première arme, effectivement, c'est le scanner, soit normal en balayant le regard, penser derrière soi, et
et s'entraîner à la vision périphérique. Mais du coup, qu'est-ce qu'on essaie de repérer? C'est quoi une situation à risque potentiel? Alors, tu vas repérer. Alors, j'ai un protocole d'observation qui s'appelle le CATS, contexte, terrain, autre. Pardon, contexte, autre, terrain, soit. Donc, tu vas déjà, un contexte implique un type de risque. Bon, je dis toujours, tu vas à la banque, tu as des types de risques qui peuvent en découler. Tu peux te faire braquer, un gros braquage de banque, tu peux te faire choper au DAB, tu peux te faire choper après avoir retiré de l'argent, etc. Et voilà, donc ça implique un type de risque. Tu vas, je sais pas moi, tu vas prendre l'avion, tu as un autre type de risque. Voilà, donc le contexte est important parce que il te permet de déduire le type de risque auquel tu vas être exposé potentiellement. Donc après, il y a l'autre. Alors l'autre, tu as plein de questions à te poser. Déjà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un comportement anormal, comment dire, asymétrique. Enfin, je veux dire, quand tu regardes une scène, je sais pas, tiens, je vais te prendre un exemple, le métro. Tu prends le métro, qu'est-ce que tu vois? Tu vois des gens qui passent, principalement. Donc, un gros 90% de gens qui passent, qui se rendent d'un point à un autre. Donc, ils ont un rythme, etc. Et déjà, dans ces gens qui passent, si tu es parisien, tu peux distinguer qui est touriste. Comment tu le remarques? Tu le remarques parce qu'ils avancent pas pareil que les autres. Ils sont en plein milieu, ils se tiennent par la droite, ils regardent en l'air, ils cherchent les panneaux. Déjà, tu vois des touristes. Ouais. Ça, c'est les gens qui passent. Donc déjà, tu as des distinguos à faire. Après, tu as des gens qui stagnent, les SDF. Tu as des gens qui s'occupent des affiches. Après, tu as des gens qui, parfois, ont des rendez-vous, qui vont chercher un de leurs potes à une station et disent, bah tiens, moi je t'attends sur le quai, etc. C'est assez rare. Et après, tu as des modèles de gens qui sont en repérage. T'en as pas beaucoup, mais t'en as, et on voit. Alors, je cite toujours la période du printemps où les femmes commencent à se vêtir en jupe. Il y a tous les prédateurs sexuels du coin qui le savent, et c'est une bonne période pour eux. Et c'est à ce moment-là qu'eux, ils sortent et qu'ils sont en repérage. Moi, je l'ai vu souvent, parce que dans le métro, je regarde beaucoup. Bon, ben voilà, quoi. Ça va du mec qui va aller près de la nana, il va lui dire en doucement des choses salaces. T'as le mateur qui va se contenter, t'as le frotteur, t'as tout ça. Donc, tu vas repérer, pour revenir à ta question, tu vas repérer les comportements qui dissonnent par rapport au rythme, par rapport au lieu, par rapport au type d'habillement, par rapport à la norme, en fait. Donc ça, c'est déjà ce qui doit t'interpeller. Après, il y a des choses qui peuvent être interpellantes. Il y a plein de choses dont on peut se méfier. C'est des gens qui sont, au contraire, qui essaient complètement de se mettre dans la norme et qui font faux mec, comme on dit chez les militaires, c'est-à-dire qui se camouflent, mais qui vont avoir un comportement... Arrête de toucher l'ordi, Eric. Et qui vont avoir un comportement quand même asymétrique, parce que... Bah, tu vois qu'il fait du cinéma, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ils vont donner le change, mais tu vois, par exemple, le gars qui ne va ni lire, ni téléphoner, mais qui est en observation, en fait. Il fait style, je suis tranquille en train d'attendre, mais je suis en observation, en fait. Et cela, tu le remarques quand tu as un peu l'habitude, quand tu observes toi-même ton environnement. Sinon, tu le remarques pas. Et d'ailleurs, c'est très marrant parce que moi, je suis de ce genre-là, puisque moi, j'observe beaucoup mon environnement, et il m'arrive régulièrement... Formation professionnelle. Ouais, et il m'arrive régulièrement... Moi, je suis incapable de lire dans le métro, par exemple. Moi, je scanne, en fait, et je repère des gens qui font comme moi, peut-être pas pour les mêmes raisons, et on se voit. C'est-à-dire qu'à un moment, il m'a repéré et je l'ai repéré. Et c'est très étrange. Et même une fois, ça m'est arrivé d'un gars qui était, lui, visiblement là pour mater, pour le coup, là, les femmes. Et je le voyais, sa manière de regarder, tout. Puis lui, il regardait, il faisait des focus sur les fesses des nanas, les cuisses, etc. Il était comme ça. Puis de temps en temps, il avait quand même un petit scan pour voir s'il n'était pas vu. Et à un moment, il relève la tête, il me voit. Il voit que je le regarde. Et moi, il y avait peut-être, je sais pas, à l'autre bout du wagon, je lui fais juste ça. Et le mec, ça l'a inquiété, il est descendu après. Pour ceux qui écoutent un podcast, je t'ai vu. Est-ce que tu peux dire le geste que tu viens de faire? Je lui ai dit, je te regarde, je t'ai vu avec les doigts, j'ai mis les doigts dans les yeux pour lui montrer, je te regarde, et le doigt menaçant, fais attention. Et le type, je l'ai fait 2 fois cette chose-là, une fois dans une soirée aussi, avec un gars que je connaissais d'un peu loin et qui avait vraiment un comportement très bizarre avec les femmes. Lui, il a vu que je l'avais repéré et je lui ai fait la même chose. Et c'est pareil, il est parti après. En gros, il était repéré, quoi.
Pour vous donner quelques exemples complémentaires, ça peut être effectivement quelqu'un qui te regarde de travers ou trop fixement, quelqu'un qui change d'attitude à ton approche, Exactement. Quelqu'un qui est pas respectueux, qui va parler fort, avoir sa musique, voire insulter. Quelqu'un qui est bourré. Évidemment, les personnes bourrées, les gens nerveux, les gens qui conduisent vite ou dangereusement. Et comme tu dis, effectivement, surtout en fait ceux qui font rien, quoi, qui sont pas sur leur téléphone et qui accordent plus d'intérêt à ce qui se passe autour d'eux et potentiellement à toi que en général les gens, on est focus chacun sur nous-mêmes, quoi. Puis les groupes aussi qui ne se parlent pas. Tu vois des groupes, 2 mecs, 3 mecs, qui ne se parlent pas. Ils sont entre eux, tu sens qu'ils sont potes, ils se parlent pas. Et puis à un moment, quand t'approches, ils se regardent. Ça, c'est très très mauvais signe. Ça veut dire que les mecs, ils t'ont repéré et que ils attendaient que ça, en fait. Donc là, c'est ce qu'on essaie d'identifier avec le scanner et la vision périphérique. Et donc derrière, tu peux déclencher plein de choses. Si tu vois une menace potentielle, tu peux t'éloigner, voire carrément t'enfuir. Les femmes, vous connaissez ça très bien, changer de trottoir, changer de wagon si t'es dans les transports, mais en même temps regarder si la personne te suit ou pas. Puis quand tu fuis aussi, effectivement, il faut avoir anticipé et te dire, ok, mais par où? Parce que voilà, en fait, tout ça, moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que c'est pas une question d'être qui est le plus musclé, quoi. Là, c'est juste de la pure observation qui te permet d'éviter une agression. Et donc, c'est accessible à tout le monde, quoi. La self-défense, c'est plus une histoire de cerveau que de muscle. C'est le plus malin qui réussit. Faut bien comprendre ça. C'est vraiment le plus malin, le plus... Moi, je suis content d'ailleurs parce que en vieillissant, tu commences à perdre des capacités, mais il te reste le fait d'être malin. Physique. Et même si toi, tu es faible ou tu penses que tu es faible, qui nous regarde là, sache que ton cerveau, il l'est pas. Et que être malin, c'est vraiment... voilà. C'est vraiment la plus-value humaine en plus. Et là, il y a vraiment beaucoup à faire dans ce domaine. En fait, il faut vraiment s'entraîner spécifiquement à ça. Et t'as pas besoin d'aller dans une salle pour t'entraîner. Mets-toi à une terrasse de café, regarde les gens, discrètement. Tu regardes les gens, tu essaies de comprendre les rapports qu'il y a entre eux. Repère déjà qui, d'après toi, a des caractéristiques de personnes pas cool. Les gros dominants, par exemple, les gros dominants pathologiques. D'ailleurs, c'est les mecs que t'as pas vraiment intérêt à regarder dans les yeux, d'ailleurs. Tu vaut mieux les prendre en vision périphérique. Tu regardes les rapports des gens entre eux, tout ça. Déjà, ça, c'est un exercice, si tu le fais régulièrement, c'est vraiment important. Alors pour ça, faut lever le nez de son portable. Le problème avec le portable, c'est que ça nous coupe de tout notre environnement. Je le dis beaucoup dans mon bouquin, hein, c'est pas que je suis en guerre contre les portables, c'est un très bel outil. Mais s'il prend tout ton espace de vigilance, il est ton ennemi à ce moment-là. Justement, la deuxième arme dont je voulais vous parler, c'est de se reconnecter, d'être connecté à son environnement. Parce que qui tu préfères agresser? Quelqu'un qui a des écouteurs avec de la musique, qui est scotché le nez sur son téléphone, ou quelqu'un qui est sans écouteurs ni téléphone? Forcément la première, quoi. Donc ça peut être plein de choses. Ça peut être enlever un ou carrément les 2 écouteurs pour montrer que t'es à la personne que t'es connecté. Comme on l'a dit, avoir des regards à son environnement de temps en temps. La personne, elle va moins pouvoir te prendre par surprise. Être moins sur ton téléphone, mais ça peut être d'autres trucs. Discuter avec ton voisin, même si c'est un inconnu. Tu lui fais un compliment sur ses fringues, par exemple. Et là, je m'avance peut-être, mais je déconseillerais le truc que font beaucoup de filles de couper la musique, parce que du coup, t'es plus connecté parce que t'entends ton environnement, mais la personne en face, elle croit encore que t'es une cible facile parce que t'as les écouteurs sur les oreilles, par exemple. Ouais, alors ça, oui, c'est à discuter, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de ces stratégies. Et il y a une autre chose aussi, c'est que l'écouteur te donne une information sur le type d'équipement que tu as. De richesse, ouais. Et ça peut se retourner contre toi parce que si on sait ce que tu as dans la poche, ça peut être convoité comme matériel. Ouais. Voilà. Il y a une autre chose, si tu prends une baffe avec un écouteur, ça va te faire très mal. Parce que si tu l'as dans l'oreille, ça va l'écouteur va te blesser en fait. Bon, voilà. On vous a dit, il est très pratico-pratique. Oui. Avant de vous donner plus de conseils pratiques, il faut qu'on vous mette dans la peau de l'agresseur. Il y a 2 principaux types de violence, ça c'est étudié scientifiquement, et selon face à laquelle tu te trouves, t'auras pas la même stratégie. Donc d'un côté, on va voir la violence impulsive, donc d'irritation, ou défensive parce que c'est en réaction à quelque chose. Donc un automobiliste, tu lui as coupé la route, une dispute de couple, un mec jaloux qui te regarde dans la rue, quoi, t'as un problème. Et de l'autre côté, la violence prédatrice, donc plus froide, calculée, préméditée.
Donc, je sais pas, un pickpocket dans les transports, un violeur au GHB dans une boîte de nuit, ou même carrément un terroriste, ou un cambrioleur, je sais pas. Est-ce que tu peux nous développer un peu les différences entre ces deux violences impulsives et prédatrices, comment les distinguer? Alors, ouais, c'est basé sur les travaux de Rory Miller, qui est un auteur. Moi, j'aime bien citer mes sources. Il y a plein de gens qui citent rien. Ouais, Et puis c'est bien. aussi que Christophe Jacquemart, un type qui a écrit un bouquin formidable, enfin plusieurs bouquins formidables, qui s'appelle Neurocombat. C'est vraiment très fouillé. Et puis mon expérience personnelle aussi, qui recoupe avec ça. Donc en gros, ça dit, il y a un peu plus de détails, mais on vous la fait courte, comme on dit. Déjà, juste un gros distinguo au départ, un postulat de départ. Il y a des gens dits normaux qui sont dans le cadre d'une certaine norme, dont vous faites peut-être partie, j'espère. En tout cas, qui sont capables de s'énerver parce qu'on leur a manqué de respect ou n'importe quoi, et voilà. Et en général, quand ils s'énervent, ils peuvent éventuellement passer à l'acte, mais ils sont plutôt dans le mode défensif, on va dire. Voilà. Et puis ils sont normaux, Ouais. donc quand ils passent à l'acte, ça va être un passage à l'acte réduit, c'est-à-dire que ça va pas aller trop loin, en gros. Et de l'autre côté, il y a des personnes qui sont pas tout à fait normales, qui sont plutôt déviantes, qui ont des problèmes psychologiques. Hein. Ça se voit pas tout le temps, il y en a plein partout. Hein. Ça peut être de vos amis. Moi, j'ai des amis qui font partie de cette catégorie-là. C'est néanmoins des amis à moi. C'est pas que des gros méchants tapis dans l'ombre. Ça fait partie de la vie. Et ces gens-là, ils ont des réactions anormales. C'est-à-dire qu'ils vont passer à l'acte plus vite et ils peuvent aller plus loin et avoir du mal à s'arrêter. Alors, et dans ces personnes-là, on va faire encore deux distinguos. Il y a les personnes qui vont être la violence, comment on dit, défensive, enfin émotionnelle, moi je dirais, la violence émotionnelle, d'irritabilité, et de l'autre côté, la violence prédatrice. Donc, la violence émotionnelle, d'irritabilité, c'est typiquement, on a tous vu ça au moins dans un film, si ça nous est pas arrivé, c'est la personne que tu regardes et qui dit qu'est-ce que tu veux ma photo? Voilà, c'est cette personne insécurisée généralement depuis l'enfance et qui ont, par contre-coup, ils ont pris l'option de dominer toutes les situations. Donc, ils sont en fait fragiles, hein, et ils utilisent la violence pour rétablir leur statut, au moins à leurs yeux ou aux yeux de leurs proches. Souvent, d'ailleurs, ils sont en bande. On voit des petites bandes quelquefois avec des jeunes. Ceux-là peuvent être dangereux parce qu'ils recherchent un statut par rapport à la bande et ils vont pouvoir vous agresser si vous les regardez de travers. Voilà. Donc, la caractéristique pour les reconnaître, c'est des approches bruyantes. C'est-à-dire, c'est des gens qui vont faire du bruit. Ils vont gueuler. Ils vont, en général, vous insulter, vous donner des ordres et vous menacer. En général, quand il y a ça, il n'y a même pas besoin d'avoir les trois. Généralement, quand il y en a deux dans les trois, c'est déjà des bonnes indications que cette personne-là est plutôt dangereuse. Alors, après, elle a un problème d'ego, hein, donc elle veut racheter son statut et elle va tout faire pour vous dominer. Voilà, pour à ses yeux restabiliser, reprendre la dominance sur vous en tout cas. Donc, dans ce cas-là, elle a pas peur des témoins, elle a pas peur des caméras. Et si vous cédez pas, si vous lui tenez tête, elle va facilement passer à l'acte, très violemment. Par contre, si vous vous soumettez, elle va plutôt avoir tendance à être beaucoup moins violente. Vous allez peut-être prendre une tarte, mais ça va être un peu moins violent, généralement. Bon, on va faire cas par cas après comment réagir. Ouais, ouais, on fera ça après. D'accord. Donc en général, cette personne-là, le mieux c'est de s'en éloigner. Dans certains cas, faut se soumettre. Dans certains cas, si vous le sentez, on peut lui tenir tête, mais il faut être prêt à aller au fight quand même. De l'autre côté, on a la violence prédatrice, le modèle prédateur. Le prédateur, lui, c'est complètement différent. Le prédateur, il a un projet. Il n'est pas du tout dans l'émotion, contrairement à l'autre. Lui, il est dans le cerveau rationnel. Il a une stratégie d'approche, low profile. Donc, il va arriver, il peut vous flatter, il peut être sympa avec vous, etc. Notamment pour tout ce qui concerne la séduction qui va se terminer par quelque chose de pas cool. Il va commencer par être flatteur, gentil, etc. Puis en fait, après, il va passer à l'acte. En fait, toute sa technique. Ou juste demander l'heure ou 2 euros. Toute la technique, c'est une approche pouvoir s'approcher de sa victime sans éveiller. Discrètement. Voilà, sans éveiller sa vigilance. Donc, il va être fondu dans la masse, il va être gentil, voilà. Et puis, par contre, quand il va passer à l'acte, il va s'assurer que tous les feux sont ouverts pour lui, qu'il n'y a pas de témoin, que la personne n'est pas en capacité de se défendre. Et par contre, il va passer à l'acte de manière extrême. Voilà. En gros, par contre, cette personne, c'est intéressant, c'est que faut savoir que si vous êtes une cible dure, vous lui montrez
des critères de cible dure, elle va plutôt avoir tendance à lâcher l'affaire, aller vers une autre cible molle, par exemple. Oui, parce que lui, il fait son calcul, ok, est-ce que ça vaut le coup ou pas, et... Coût-bénéfice. Non, je vais choisir quelqu'un d'autre quand même. Voilà. Ok. Moi, un truc qui m'a vraiment retourné le cerveau, c'était que effectivement, si là, toi qui nous écoutes, tu veux agresser quelqu'un, en fait, à chaque fois, il y a 3 étapes. La sélection de la victime, l'approche, donc tu veux tester ta victime en fait, est-ce que c'est une bonne victime, et l'attaque. Et ça, moi, c'est quelque chose dont j'avais pas du tout conscience, qu'une agression, c'est un processus, et qu'à chaque étape, l'agresseur, il peut s'arrêter s'il estime que t'es pas une victime facile en fait. Donc au tout début, en fait, il a pas décidé à 100% s'il va t'agresser. Il tâte le terrain, et c'est ta réaction qui va faire qu'il continue ou qu'il arrête. Et je trouve ça hyper, j'aime pas trop ce mot, mais empowerant, ou ça redonne ton pouvoir en fait, parce que dans une situation d'agression, souvent t'as pas décidé de te faire agresser, quoi. Alors que de te rendre compte que la manière dont tu réagis, ça peut évidemment l'influencer. Enfin, il attend de voir ta réaction pour voir, peut-être moins dans le côté émotionnel, mais en tout cas sur le côté prédateur, pour savoir s'il continue ou il arrête. D'où l'importance, ce qu'on va vous partager, d'apprendre à être une victime dure pour le décourager, ou de savoir désamorcer face à un agresseur plus émotionnel. Et bien comprendre aussi que comme c'est un processus, c'est un entonnoir, et que plus t'identifies tôt la menace, plus t'as d'options pour l'éviter. D'où l'importance du scanner et de la vigilance en amont. Tu as très bien résumé. Tu as très bien résumé. Sachez quand même que je l'ai pas dit tout à l'heure, dans les prédateurs, il y a plusieurs catégories de prédateurs. Il y a ceux qui veulent vous voler, il y a ceux qui veulent violer en fait, et ceux qui veulent vous dominer parce qu'ils ont une certaine perversion qui fait qu'ils doivent avoir le contrôle, comme les sadiques par exemple. Et puis il y a des cumuls de tout ça. Il y a des gens qui cumulent les 3, etc. Donc si on prend le voleur, qui est quand même le plus courant, il va vouloir t'isoler, il va vouloir faire en sorte que tu sois silencieux, il va vouloir avoir un peu de temps. Tu demandes pas d'aide. Et que tu puisses pas appeler à l'aide, et etc. Donc lui, ça c'est son projet. Tout ce que tu vas faire qui va contrarier ce projet-là, il va aller dans ton sens à toi. D'accord ? C'est d'ailleurs pour ça que ces gens-là menacent aussi, parce que souvent quand ils menacent, c'est pour te figer l'esprit. Mais si tu tiens pas compte des menaces, souvent tu vas pouvoir t'en sortir. Donc c'est pas facile, parce que ces gens-là nous font peur forcément. Du coup, on va voir ces 3 étapes de sélection, d'approche et d'attaque, avec les deux catégories d'agression. Je la vois qui part en cacahuète. Un agresseur plus émotionnel en réaction, et un agresseur plus prédateur. Et ce qu'on peut faire à chaque fois. Donc pour la violence plus impulsive, est-ce que tu peux nous décrire un peu la sélection? J'imagine que en fait c'est surtout en réaction à la personne qui a causé son irritation, quoi, ou quelqu'un qui est juste à côté. Alors ça dépend. Ça va dépendre vraiment du contexte. Pourquoi il t'agresse? C'est quoi? Un regard? T'as regardé sa copine? Ou alors ce qu'on voit très souvent, c'est la bagnole? Ou tu as piqué sa place de parking? Ou voilà, il y a plein de situations. Donc le contexte est vachement important. Deuxièmement, qui c'est? Jusqu'où tu penses qu'il est prêt à aller? Et les moyens qu'il a c'est-à-dire, je sais pas moi, c'est un Golgoth qui s'énerve comme un fou, ou c'est un mec en petit costard cravate qui est un peu énervé, qui a dit 2 gros mots. C'est pas la même chose. Comment les gens sont habillés, ça c'est important, que ce soit l'agresseur ou toi. Si t'es en tongs ou en talons, c'est pas pareil que si t'as des baskets, ou même si t'es en jean ou en short. En jean, c'est exactement, c'est plus compliqué de se battre, quoi, ou de courir. Après, ça va dépendre aussi de qui tu es toi, ton modèle du monde, bien sûr. Et puis, est-ce que tu veux sauver l'affaire, ou est-ce que tu es un gros nerveux de base et que ça te fait pas peur? Ça dépend vraiment de la personnalité, parce que là, tous les gens qui nous regardent sont très différents. Parmi vous, il y a des gens qui sont très calmes, il y en a d'autres qui sont nerveux, il y en a qui s'énervent très vite, il y en a qui peuvent être prédateurs parmi vous, il y en a qui peuvent être émotionnels aussi, parmi tous les gens qui nous regardent. On parle pas gentil, méchant, c'est pas manichéen comme ça, faut bien comprendre ça. Donc, en fonction de ça, l'émotionnel, on a plusieurs cartes. Alors, je prends les cartes, ça fait comme un jeu de cartes. Tiens, qu'est-ce que j'ai dans mon jeu? J'ai un atout, j'ai un full roi, qu'est-ce que je sors? J'ai des cartes qui sont fortes. T'as un bon jeu, toi. Qu'est-ce que tu dis? T'as un bon jeu, des atouts et un full roi. Déjà, j'y connais pas grand-chose en cartes, entre parenthèses, mais bon. Qu'est-ce que je peux sortir? Je suis très bon en négociation.
super. Je suis commercial, par exemple, mon boulot, c'est d'être commercial. Je manie très bien ça, je sens bien les gens, je sais bien faire avec. Peut-être que je vais pouvoir faire ça. Ou alors, peut-être que je suis un gars qui est impressionnant et qu'à un moment, je vais pouvoir intimider. On sait pas, hein. Voilà, donc, faut savoir qui on est. En gros, les choix avec un émotionnel, c'est soit se barrer en s'excusant. Ah ben non, excusez-moi, c'est pas. Non, non, mais votre femme, elle ressemble à ma fille. En fait, je me disais, c'est confondant. Et voilà, je vous manque pas de respect pour le rassurer là sur le statut, d'accord. Et puis on s'en va. Le mec, il est bon, Ouais. il a gueulé un coup, ça va. On a voilà. Émotionnel, pour rappel, c'est souvent menace, insulte, Ouais, c'est ça. et très théâtralisé. On va faire du bruit, des grands gestes, C'est ça. etc. Et là, en général, ce qu'on peut appeler le décrochage, c'est ça. C'est un moment où je vais décrocher. Ça peut être la soumission. C'est inconfortable pour nous, mais si le mec est tellement méchant, énervé et monté, que ça va dire non, excuse-moi, non, mais vous êtes plus fort que moi. Non, non, mais je cherche pas la bagarre. Non, non, excusez-moi, vraiment. Alors c'est de la soumission, ça fait un peu mal au bide, mais quelquefois ça sauve bien la mise quand même. Hein. Ça dépend encore des circonstances. Bah là, t'es vraiment en soumission en victime molle, quoi. Tu peux le faire aussi Ouais. en victime dure. Alors, ça dépend. Il y a des fois. Ok, pardon, désolé, je vais bouger ma voiture, tout va bien. Voilà. Alors, il y a ça. Et il y a des fois où ça va être nécessaire d'être en victime molle, comme je viens de le faire. En gros, je vais te le faire caricaturalement, il a un couteau dans la main. À ce moment-là, tu te fais en. Ah oui, bah. Ah oui, excuse-moi, mec. Oui, Ah non, mais j'ai pas voulu. Ah non, mais franchement, excuse-moi. Voilà. Là, t'es en soumission. Un braquage dans une banque, tu vas être en soumission. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Il vaut mieux que tu sois en soumission. Faut pas réfléchir. Ça peut être une soumission passive, la soumission vraiment t'es carpettes, ou la soumission active. Tu te soumets, tu fais exactement comme j'ai dit, mais dans le même temps, tu repères comment il est habillé, le véhicule qui prend, voilà, et tout de suite t'appelles les flics derrière. La plaque. T'es encore dans l'action, mine de rien. Voilà, ça va être ça, ou alors t'es dans le mode, je suis prêt à faire face. Et faut savoir qu'avec un émotionnel, faut faire gaffe, parce que ça va sûrement partir en voie. Et puis il y a une chose qu'on n'a pas dite, hein. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas dites, bien sûr, on n'a pas le temps de tout. Mais tout à l'heure, on faisait une grille d'analyse. On a dit contexte, autre, terrain, soi. Mais on analyse donc le contexte, on analyse l'autre, ça peut être les autres. Si ça se trouve, il n'est pas tout seul, le gars. Oui. Peut-être pour ça qu'il l'ouvre comme ça. Peut-être qu'il est avec des mecs dans ton dos. C'est pour ça qu'il faut scanner. Même quand tu pars au début de l'action, faut toujours, c'est la règle du plus sain, d'abord vérifier les mains du gars. Est-ce qu'il a les mains vides? On a tendance à regarder dans les yeux, mais là, faut regarder aussi les mains. Est-ce qu'il a des gestes qui prêtent à penser qu'il va sortir une arme? Et est-ce qu'il a des potes? Typiquement, c'est des agressions dans les transports en commun. Tu t'agresses avec un mec, tu t'embrouilles avec un mec. Souvent, s'il l'ouvre très fort, surtout s'il est petit gabarit, etc., faut que tu te méfies. Ça veut dire qu'il a peut-être des potes. Et que le fait de l'ouvrir fort aussi, c'est une manière de les prévenir. Et des potes qui sont dans certaines parties du bus ou du métro. Puisqu'il y avait de la place. Quand ils sont arrivés, ils sont disséminés à droite, à gauche, là où il y avait des places. Et d'un coup, tu te retrouves avec 4 mecs alors que tu croyais qu'ils étaient tout seuls. Ça, c'est... Voilà. En anticipation, moi, j'ai noté d'autres trucs, effectivement, qui marchent pour les deux, mais prendre des grandes respirations, parce que sous l'effet du stress, voilà. Donc, toujours continuer à scanner, etc. J'aimais bien, je sais pas si tu l'as dit dans le podcast ou pas, mais votre phrase de quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ouais. Voilà. Si votre intuition vous dit qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est très souvent vrai. Ouais. Mieux vaut la croire, en effet, ouais. Faire comme si c'était vrai de toute manière, même s'il y a... Voilà. Ouais. Et un truc auquel j'avais pas pensé, de se positionner de façon à avoir la vue la plus large possible sur ce qui t'entoure, notamment dans le métro, par exemple, plutôt se mettre pas dos à l'entrée et plutôt avoir la vue la plus large et éventuellement proche des issues de sortie s'il y a besoin. Effectivement. Et aussi montrer que s'il se passe des trucs autour de toi, pas faire comme si de rien n'était, mais montrer que tu as pris en compte les événements par ton attitude et que tu les ignores pas. Quoi. Alors, la gestion du regard va être très importante. Salut, c'est Pierre. Je suis en train de faire le montage. Je vous fais une pause dans l'interview juste pour vous prévenir que l'ordi d'Eric a commencé à faire énormément de bruit à partir de ce moment-là de l'interview. Donc, j'ai réussi à enlever ce gros bruit de fond au bout de 4 heures de galère en post-production. Mais du coup, juste, soyez pas surpris si sa voix et l'audio est forcément un peu moins bon, mais ça reste correct et surtout, c'est hyper intéressant jusqu'à la fin. Voilà. Bonne deuxième partie d'interview. Ouais, c'est vraiment important parce qu'il y a des regards, si tu les tiens, si tu regardes un de ces gars-là émotionnels dans les yeux et que tu tiens les yeux, il va prendre ça pour du défi. Or, l'agresseur émotionnel est très sensible au défi. Donc, il va pas du tout aimer.
Si tu baisses les yeux d'emblée, il va prendre ça comme une soumission. Alors pour un émotionnel, peut-être que ça va aider, mais ça dépend. Hein. C'est peut-être aussi ce qui va l'encourager à te mettre une grande tarte, quoi. L'idée, c'est quand tu repères Donc tu conseilles quoi? n'importe lequel des deux d'ailleurs, c'est de le prendre en compte. C'est de prendre en compte, de regarder latéralement et de glisser. D'accord ? Pas de rupture vers le bas et pas de tenue de regard en résumé. Ouais. Mais par contre, on montre qu'on a vu. C'est pareil pour une femme qui se fait suivre, harcelée dans la rue, et le gars, il a toujours un mot, une phrase grivoise. Alors souvent, elles le vivent, elles regardent pas, c'est normal, elles font style, j'ai pas entendu. Elles doivent s'en aller, c'est bien, mais si le gars il commence à les suivre et qu'il continue à les suivre, à un moment, il va falloir qu'elle le prenne en compte, qu'elle lui montre qu'elles l'ont vu. C'est important. Voilà, sinon ça l'encourage à continuer. Donc décrocher horizontalement le regard, pas vers le haut ou pas vers le bas, parce que du coup ça fait vraiment... Il faut comprendre qu'en fait, un agresseur, il va enchaîner des transgressions. Les transgressions, c'est quoi ? C'est faire des choses qui ne se font pas. Alors il va enchaîner, il va tutoyer, il va insulter, il va menacer, il va se rapprocher, il va vous toucher. Tout ça, c'est des choses qui se font pas. Et qu'en fait, vous devez poser des limites. Alors là, on est la problématique avec l'émotionnel et le prédateur. Si au prédateur vous posez des limites, c'est plutôt bien, d'accord ? Parce que lui, ça déjoue ses plans. Il voit qu'il a une personnalité non soumise devant lui, et ça va le contrarier. Je généralise à max, parce que c'est pas forcément si simple que ça, mais on est bien obligé de généraliser un petit peu. Oui, des fois c'est un mélange des deux, des fois il bascule de l'un à l'autre. L'émotionnel, il va avoir un problème avec les limites de toute manière. Mais il y a des moments où il faut les mettre quand même, parce que si vous laissez un émotionnel se rapprocher trop près de vous, dans la menace, il va vous mettre un coup de tête, etc. Donc il y a bien un moment où il va falloir aussi tenir la personne à distance, etc. Ouais. Et donc sur l'émotionnel, un des trucs les plus efficaces à faire pendant, c'est d'arriver à le calmer. Tu parles d'écoute active sincère, lui poser des questions pour comprendre. Ah d'accord, ok, vous avez raison d'être en colère, ou qu'est-ce qui s'est passé ? Je vous ai coupé la route. Lui poser des questions, en fait, c'est hyper efficace parce que lui, il est déconnecté de son rationnel et du coup, ça lui permet de se calmer, en fait. Oui, et ça, c'est valable d'ailleurs pour toute personne qui s'énerve, qui est en mode défensif, qui a subi une atteinte réelle ou subjective. Mais en général, une personne... Ah, je ferais ça avec mes parents. Oui, c'est pas mal. Une personne énervée. Ou dans votre couple. Une personne énervée, elle est en mode émotionnel. Pour la faire rebasculer dans le rationnel, il faut lui poser des questions qui vont suggérer une construction d'une réponse. Or, quand elle va construire une réponse, elle va réorganiser sa pensée et repartir dans le mode rationnel. Mais il faut pas que ça soit compliqué. Pas faire des phrases compliquées. Et parfois même, si la personne est très haute là-dedans, dans l'énervement, parfois vous reprenez juste ses fins de phrases, afin qu'elle puisse vous dire oui. Je sais pas, tu évoquais la place de parking tout à l'heure. Ah, excusez-moi, c'était votre place de parking ? Oui, c'est ma place de parking. Ah, mais vous voulez que je vous la redonne ? Mais oui, je vous la donne. Oui, 2 fois, ça c'est hyper important. C'est des ouvertures, en fait, en termes de neurones. Et puis, il faut rassurer aussi avec son corps, qu'on n'est pas une menace. En fait, une personne qui agresse, c'est souvent une personne émotionnelle, qui agresse ou en défense. C'est une personne qui s'est sentie agressée quelque part. Soit sur son statut, on l'a pas respecté, soit sur différents plans des besoins, en fait. On lui a piqué sa place. Pour lui, c'était hyper important d'être à l'heure, là, parce que, je sais pas, il va à la pharmacie, il va acheter des médicaments pour son gosse qui est malade, ou j'en sais rien. Ouais. Et un dernier truc avant de passer au prédateur, que je trouve super bien, qui est dans la même logique, c'est de lui faire réfléchir aux conséquences. Par exemple, toi, tu parlais d'une anecdote où il y a quelqu'un qui s'était fait agresser juste après un cours de self-défense, et tout de suite, tu lui as dit, monsieur, est-ce que vous avez envie de passer une bonne soirée, non ? Sinon, vous allez devoir aller, ça va finir au commissariat, peut-être à l'hôpital, peut-être vous aurez un procès. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que vous préférez entre les deux ? La particularité des émotionnels, ou de l'émotion dans l'équation, en fait, c'est le fait de ne pas mesurer la portée de leurs actes, de là où ça va les emmener. Et en fait, il faut le faire pour eux. Un bon levier de négociation là-dedans, c'est le coût-bénéfice que j'appelle. C'est-à-dire, là, c'était une personne qui voulait se battre avec un de mes élèves qui lui avait manqué de respect, pour faire simple. Et la personne, elle voulait vraiment aller lui casser la gueule. C'était un inconnu qui passait dans la rue en voiture. Et moi, je lui ai dit, je le contenais. Donc, il n'en avait pas après moi, il en avait après mon élève. Donc, j'ai fait en sorte que l'élève soit plus à vue déjà, qu'on le voit plus. Parce que sinon, c'était impossible de couper le contact visuel et auditif. Et j'ai raisonné le gars, mais il avait du mal à redescendre. C'était un mec très costaud.
Et il voulait vraiment les taper sur l'autre qui était une crevette, qui se battait très bien d'ailleurs l'autre, mais bon. Donc il était en mode je vais écraser ce gars qui m'a manqué de respect finalement. Et moi, à un moment, quand je voyais qu'il décrochait pas, je lui dis mais monsieur, c'était un beau soir de juin, je lui dis vous alliez sûrement faire passer une bonne soirée, regardez là, il fait beau, etc. et tout. Vous voyez, vous allez peut-être rejoindre des amis ou votre famille pour passer une bonne soirée. J'ai accentué sur la bonne soirée qui était encore envisageable. Je lui dis, vous allez aller lui taper dessus, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir la police, il va y avoir les hôpitaux, l'hôpital, peut-être qu'il va déposer plainte. Et en fait, je lui faisais voir tous les emmerdes qu'il risquait d'avoir à continuer dans cette voie-là. Et au bout d'un moment, ça a résonné. Il a dit, ouais, c'est pas faux. Voilà quoi. Et puis il est parti. Donc, ça c'est des basiques, hein, mais ça marche très bien en vrai ça. Maintenant, pour basculer sur la violence prédatrice, ce qui est ce à quoi on pense plus quand on pense à la défense de rue. Donc un mec qui te suit dans la rue, un pickpocket, etc. Alors pour la sélection, je crois que les études montrent que ça se fait il choisit en 7 secondes souvent sa victime sur donc ce qu'on disait, ton non-verbal. Pour l'approche, souvent, il va essayer d'être discret justement. Donc est-ce que t'as l'heure, est-ce que t'as 2 €, ou faire un compliment, voilà, dans un bar. Et pour l'attaque, effectivement, il faut forcément qu'il se rapproche encore plus de toi. Et donc, ça va souvent être soudain. Alors, comment est-ce que on peut se protéger de ce type d'agression? Mais déjà, on doit être interpellé par quelqu'un qui est trop gentil sans qu'on le connaisse. Non, c'est pas. Je veux pas faire loin de moi de penser de devenir paranoïaque parce que c'est pas vraiment une société dans laquelle j'ai envie de vivre. Mais il faut aussi avoir, et là encore, faut compter sur l'intuition. Quelqu'un qui est très sympa, qui vous flatte alors qu'il n'y a pas lieu. Même moi, hein, dans ma position d'enseignant self-défense, parfois j'ai eu des gens qui me flattaient anormalement. C'est toujours suspect. Et en fait, c'est avéré que très souvent, c'est des gens qui voulaient obtenir des choses de moi que je leur aurais pas donné d'emblée. Des cours particuliers réduits, des avantages particuliers ou des trucs comme ça. Donc ça doit interpeller. La personne qui insiste aussi. La personne qui n'entend pas vos limites. Vous êtes une femme et un gars qui vous drague gentiment et vous lui dites que non, vous voulez rentrer chez vous, vous avez un copain, je sais pas quoi, et le gars il comprend pas et il insiste. Ça doit éveiller un certain type de vigilance. C'est important. Il y a plein de choses comme ça. Quand la personne ne comprend pas vos limites, quand vous les avez énoncées, bien sûr, d'où l'importance de savoir énoncer ses limites, hein, de savoir dire non, etc. Si elle les comprend pas, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a quelque chose derrière. Et là, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est que la personne, elle a un autre projet. Si vous lui dites que ça vous gêne parce qu'elle vous parle de trop près et qu'elle se recule pas, c'est qu'il y a un problème. Donc là, faut passer en mode dur, en mode cible dure. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne sourit plus. Ça, c'est vachement important parce qu'on sourit beaucoup pour politesse. Oui. Par gêne, politesse. Ouais. On sourit plus. On est hyper vigilant sur la distance, à maintenir la distance qui nous sépare de la personne. Et là, on peut être beaucoup plus clair dans ses propos. Stop, maintenant, ça suffit. J'ai plus envie de causer. Stop, laissez-moi. Et on est en mode disque rayé. On va dire plusieurs fois stop. On veut plus parce que le prédateur, il a cette particularité qu'il arrive à vous embobiner. Vous mangez le cerveau, comme on dit, c'est-à-dire à vous, vous emmener. Tu t'embarques dans une histoire. Ouais, il raconte une histoire et pendant qu'il raconte l'histoire, il se rapproche, etc. Ça marche très bien. C'est même facile à faire en fait quand on a l'habitude. Et par contre, il faut être très vigilant là-dessus et rester avec les priorités. C'est ma distance, d'accord, que le fait que le mec dégage ou que moi je puisse dégager. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que en amont, lui, si tu le détectes pendant qu'il est en train de choisir sa victime et que tu es potentiellement sa prochaine victime, il y a beaucoup de chances qu'il change de proie s'il voit que tu l'as repéré, quoi. Ils sont pas si courageux que ça. Hein. Ouais, puis après, il y a en fait, les prédateurs, c'est pas courageux du tout. Hein. C'est pas du tout des gens courageux. C'est des gens qui sont lâches, qui vont t'attaquer en traître, qui vont. C'est vraiment tous les moyens sont bons pour te dominer. Là, il n'y a pas d'histoire de, il n'y a pas de fierté, on s'en fout, là. Les mecs qui violent, ils sont pas des mecs courageux, hein. Un exo qu'on a évoqué pendant le stage, moi, c'était de se filmer en train de marcher, de s'asseoir, d'être sur ton téléphone. Et c'est un truc tout bête, mais avec YouTube, j'ai un peu plus l'habitude, mais moins dans des trucs de la vie courante, d'être sur mon téléphone, par exemple, pour se rendre compte de l'image qu'on renvoie, parce que moi, quand j'ai commencé sur YouTube, j'étais vraiment impressionné de plein de décalages que j'avais avec mon image personnelle. Et du coup, pour pouvoir travailler sur son non-verbal, pour justement
avoir moins une posture de cible molle et plus de cible dure. Un autre truc que vous nous dites aussi, c'est de plus dans la phase début d'interaction, de travailler sa tête d'intimidation, devant le miroir, voilà, de jouer au mec vénère. Stop, ça suffit maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Enfin ouais, c'est un truc qui se travaille en fait. Ouais, ça se travaille beaucoup. On peut voir. Moi, j'ai chopé l'idée dans La haine de Kassovitz, où on voit Vincent Cassel, qui à l'époque jeune, il s'entraîne devant sa glace. Il fait, qu'est-ce que t'as, toi? Qu'est-ce que t'as, toi? Il fait vraiment ça. Et moi, j'ai appris à le faire aussi en tant que policier, parce que je travaillais dans les secteurs criminogènes et j'étais très jeune. Et un vieux flic, il m'a dit t'es trop gentil, t'es pas du tout convaincant. Et d'ailleurs, je convainquais pas du tout les gens. Et il m'a dit faut que tu t'endurcisses. T'as de la chance, t'es brun. Bon, maintenant je suis gris, mais avant j'étais très brun. J'ai appris à le faire et ça marche très bien. Je peux vraiment avoir l'air méchant, etc. si je le veux. C'est comme de l'acting en fait, hein, c'est tout simplement. C'est du théâtre. C'est du théâtre. Et puis je sais aussi que quand je suis en mode détendu, j'ai un certain style de démarche, etc. Et quand je vois qu'il y a dans certains endroits, je peux changer ma démarche, par exemple. Voilà, mais parce que je m'y suis entraîné. Hein. Si vous n'êtes pas entraîné, ça vient rarement d'un coup. Et ça fait partie vraiment des entraînements. Ce que tu disais, se filmer, se repasser, commencer à se connaître de l'extérieur en fait, et puis modifier des choses. La posture de tête en dit beaucoup long. Je suis à l'écoute, je suis décidé, j'oscille comme ça. Le côté, ça c'est plutôt de la séduction. Et parfois on s'en rend pas compte. Notamment il y a des femmes qui, à des moments, elles ont le réflexe de pencher la tête et de sourire. Ben, le gars en face, lui, il pense séduction. Donc même si tu dis non avec le verbe, si ton corps semble dire oui, même si c'est pas ce que tu as voulu en fait, lui il va croire le oui. Voilà. Donc moi, ce que j'ai noté si on se fait un récap de comment se protéger en général, donc 2 types d'agressions confondues. Donc l'agression, c'est une réduction rapide de la distance. Donc un des premiers trucs à faire, c'est, on n'en a pas parlé, mais c'est la garde passive de monter les mains. Donc soit de vous tenez les mains, vous les frottez, soit de remettre tes lunettes, de gratter la tête, se tenir comme ça en position, mais se mettre la main, de se tenir le nez pour pouvoir déjà psychologiquement ça crée un obstacle entre l'agresseur et toi, donc pour lui ça peut le décourager, et ensuite s'il t'agresse t'es prêt à te défendre et t'as un truc entre puis tes mains sont proches des zones à prioriser dans ta protection, puisque les zones les plus vulnérables sont entre là et là du corps. Donc quand t'as les mains qui sont pas loin, le visage et la gorge. Visage-gorge, et t'as tes mains qui sont prêtes à protéger, donc tu as un gain de temps. Si l'autre il attaque, généralement il a un temps d'avance, donc toi autant avoir un petit temps pour protéger. Ensuite, est-ce qu'il y a un plus un, est-ce qu'il y a d'autres gens, et voilà, est-ce qu'il est armé, où sont ses mains. Après tu peux très vite demander, s'il commence à entrer en interaction ou à se rapprocher trop vite, vous voulez quoi, ou pas hésiter à demander de l'aide autour des gens. Et je pense que la première fois que tu prends la parole, c'est hyper important que tu parles fort, d'avoir une voix posée. Et ça, on peut s'entraîner aussi de qu'est-ce que vous voulez plutôt que qu'est-ce que vous voulez. Voilà. Parce que tout de suite, c'est Et c'est marrant parce que les gens ne le font pas ou rarement. T'es obligé de leur faire. Mais moi, j'ai constaté quand j'ai commencé ce genre d'entraînement dans ma salle, les gens ils étaient pourquoi on fait ça et tout. Et puis il y a des gens qui sont en refus, qui veulent pas le faire, ils veulent pas crier, ils veulent pas répéter les phrases, etc. Ils trouvent ça débile, ou ça les expose trop. En fait, c'est essentiel. C'est ce que je leur dis dans tout ce que je vous montre là. Vous allez avoir un cours où il va y avoir du physique, etc. Mais ça, c'est beaucoup plus important. Si vous voulez pas qu'il y ait d'échange physique, ça, c'est vraiment, faut le bosser. C'est un moment, faut le refaire. Mais par contre, quand tu le fais, et ça, les comédiens le savent, parce que ça, c'est de l'acting, hein. Les comédiens le savent. Quand tu mets le bon logiciel dans ta tête, et que ça a donc une répercussion sur ta communication verbale, non verbale et paraverbale. Paraverbale, c'est le ton de voix. Ça vient vite, en fait. Ça vient vite, mais faut le faire. C'est une étape obligée. Ouais. Gueuler un bon coup. Toi, tu dis que tu as une phrase qui te permet de basculer, appuyer sur un bouton rouge en mode me casse pas les couilles. Ouais, moi c'est dans ta tête. Moi, tu commences à me casser les couilles en fait. C'est pas très poli, mais j'ai pas cherché. D'ailleurs, c'est très très marrant. C'est non, tu le dis à l'oral. Spontané. Chez moi, quand ça sort, j'y réfléchis pas à cette phrase. Elle sort spontanément. C'est assez mauvais signe. En plus, on peut, alors là, allons plus loin, parce que moi, je travaille beaucoup là-dessus, je suis hypnothérapeute, comme la plupart des gars de ma bande. D'ailleurs, nous, on a
tous les gars et t'as pas vu les filles profs aussi, mais on est tous aussi thérapeutes quasiment à côté. Il y en a qui sont acupuncteurs, il y en a qui sont coachs, il y en a, etc. Et c'est important de voir aussi que c'est un travail de fond. C'est-à-dire que moi, je pense qu'on peut, et je suis persuadé de ça, on peut ancrer. Alors, je t'explique. Moi, j'étais compétiteur, et pour la compétition, je suis allé voir un sophrologue. Et le sophrologue, il a ancré, enfin pas lui, moi, sous sa conduite, j'ai ancré des choses en moi qui me permettaient d'être performant. Des phrases types, des leitmotivs, des comportements types qui me réassuraient. Ce qui fait que, bon, j'ai fait que 10 combats, j'en ai gagné 9 et j'ai fait un ex-aequo sur le 10e. Mais c'est quand même 9 victoires. Et rassure. Et en fait, je me mettais dans c'est un conditionnement en fait, hein, je m'auto-conditionnais. Et on peut tout à fait faire ça, induire des choses comme ça dans tous les gens que je forme. Que les choses puissent, que les gens puissent avoir leur phrase type, leur machin, l'élément déclencheur de la confiance en soi, ou du mode fight. Hein. Le mode fight, moi je l'ai induit, j'ai un protocole très particulier personnel. Fort heureusement, il y a longtemps que ça s'est pas passé, mais quand je dois y aller, qu'il n'y a pas moyen d'éviter, il faut absolument que j'y aille à 150% en fait. Hein. C'est le moment si j'ai pas le choix. Et pour ça, j'ai un protocole qui est, j'ai un élément déclencheur d'une pensée, d'un truc qui est arrivé il y a très longtemps, qui est pour moi. Et puis j'ai un protocole pour moi qui consiste à déshumaniser la personne, puisque je vais être obligé de me battre avec, avoir visualisé les cibles et en fait comme un mannequin de frappe en fait, hein, et à pu me poser de questions là-dessus. Bon, c'est l'extrême, hein, je parle de quelque chose d'extrême, mais c'est quand même très intéressant à un moment de pouvoir déverrouiller ce verrou empathique. Le problème des gens normaux, et l'avantage aussi, c'est pour ça qu'ils sont normaux, c'est d'avoir de l'empathie. C'est très bien, parce que moi, je suis j'aime beaucoup les gens empathiques et je pense être très empathique. Et cette empathie-là fait que tu n'as pas envie de taper sur un de tes frères humains, évidemment, même pour te défendre. Donc, il y a des protocoles pour déverrouiller ce verrou momentanément, parce que c'est important, parce qu'il y a des gens qui le déverrouillent et qui n'arrivent pas à le reverrouiller. C'est-à-dire qu'ils vont se défendre et d'un coup, il y a leurs années de frustration, boulot, sentimentaux, tout ça va sortir et ça va devenir de l'ultra-violence. C'est-à-dire ils vont se défendre, mais en plus ils vont défoncer la personne, ils vont la finir au sol. Et ça, c'est vraiment pas bon. Donc, il faut apprendre à le déverrouiller et à le reverrouiller. Et ça, c'est des apprentissages qui se font notamment avec l'hypnose, avec le conditionnement, etc. C'est un travail plus long, mais hyper intéressant sur lequel on bosse beaucoup, nous, là, en ce moment. Et donc, avant l'attaque, mais après, du coup, monter les mains, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il est armé? Qu'est-ce que vous voulez? Demander de l'aide, etc. Il y a un truc hyper important qui est la barrière, tout en criant, par exemple, avec autorité. Ça suffit maintenant! Arrête! Arrête! Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la barrière, même si c'est un peu compliqué par le podcast? En fait, la barrière, c'est si tu vois que la personne est en train de réduire la distance, elle se rapproche de toi dangereusement. À mesure qu'elle se rapproche, tu deviens de plus en plus vulnérable, donc tu peux pas te permettre ça. Donc, en toute logique, tu te décales. On va éviter de reculer, parce que si tu te recules, c'est vécu par l'autre comme de la soumission, et qu'en plus, toi, très pragmatiquement, t'as pas de feu arrière, hein, t'as pas de caméra arrière comme dans les voitures, donc tu sais pas ce qu'il y a derrière, donc potentiellement tu peux tomber. Donc tu vas préférer te décaler sur les côtés, ce qui l'insécurise lui entre parenthèses, qui retarde ses projets, on va dire, et tu vas commencer physiquement à monter tes mains ouvertes, important, parce que si t'es comme ça, t'es une menace. Si t'as des témoins, d'aucuns diront devant un tribunal que tu l'as menacé, c'est toi qui as déclenché le truc. Donc tu vas garder bien tes mains, c'est aussi efficace, même plus efficace. T'as moins moyen de te blesser aussi. Et tu vas conserver une distance avec ton bras, sans qu'il plie. Hein, tu conserves une distance entière avec ton bras. C'est ta dernière sécurité. Et là, ça sert encore de baromètre, parce que la personne qui vient se coller sur ta main, c'est vraiment qu'elle veut passer à l'acte. Donc, ça te permet de cibler. Pour clarifier, par exemple, pour ceux qui écoutent un podcast, c'est vraiment un de vos deux bras tendu, la main ouverte, loin devant, et l'autre main un peu devant votre menton, assez haut. Plutôt sur le côté du visage. Plutôt sur le côté du visage. Sur le côté du visage, pour pas te couper ta vision périphérique. La main qui est à côté de ton visage, en fait, elle fait le geste de se calmer, elle parle le langage international que tout le monde comprend. Elle fait un geste relativement long vers le bas, de calme-toi. D'abord, ça peut influencer la personne si elle te comprend pas, vous parlez pas la même langue, par exemple. Et ça peut influencer aussi les témoins, les futurs témoins, où on a vu que tu as commencé, toi, tu as voulu vraiment apaiser la situation, on va dire. Ce qui est hyper important, c'est que si la personne, elle vient
sur ta main, c'est un indicateur de qu'elle va très certainement passer à l'acte. Elle est prête à passer Et à l'acte. l'avantage que tu as à ce moment-là, c'est que tu peux, ça te donne une information sur le moment. Le pire pour toi, c'est l'insécurité liée au temps, c'est-à-dire au moment où elle va déclencher. Tu sais pas, si tu laisses une personne approcher trop près, elle va déclencher un moment, mais tu sais pas. Autant toi, par ta barrière, le déclencher artificiellement, on va dire. Là, tu peux le prévoir. Oui, tu rajoutes déjà 1 mètre. Ouais, tu sais que quand elle vient se coller là sur la main, c'est pas bon signe. Généralement, d'ailleurs, elle va pousser ton bras. Et là, il faut faire quelque chose à ce moment-là. Il faut vraiment faire quelque chose et pas attendre que les personnes te tapent en vrai. Alors, pour récapituler, là, le but du podcast est vraiment de vous aider plus sur la partie amont. Là, on est allé un peu plus loin, mais vraiment, c'est surtout déjouer le truc en amont, anticiper. Et donc, pour être une victime dure qui va décourager l'agresseur, notamment, encore plus chez les femmes, c'est essentiel, par exemple, de réagir à la première transgression, quoi. Ne laissez pas quelqu'un vous toucher si vous l'avez pas décidé, quoi. C'est vraiment un truc de... Voilà. Il y a d'autres trucs que j'avais notés pour compléter, parce qu'il y a vraiment... C'est très, très riche. Hein, voilà, donc pas regarder vers le bas, se recroqueviller, on évite. Si quelqu'un fait quelque chose qui vous déplaît, bah, clairement lui dire que dans son comportement, une fois que l'interaction est engagée, non, t'approches pas autant, voilà, garde la distance. S'il le fait pas, bah vous gérez la distance qui sépare et le recadrer verbalement. Parler fort, parce que ça permet aussi de, bah c'est vrai un peu ce que tu dis, l'habit fait le moine, mais de se mettre en confiance, de potentiellement d'intimider le mec, parce que lui, tout son but, c'est de vous prendre par surprise, par sidération. Et donc, ils s'attendent pas du tout à ce que vous vous défendiez, encore moins à ce que vous le frappiez, mais rien que, j'ai une amie qui m'a raconté, là, du coup, au coworking, que elle s'était fait voler son téléphone pendant qu'elle était en train à vélo. Il y avait le mec qui courait à côté d'elle, qui lui a ouvert la poche, qui lui a pris son téléphone, et elle avait pas du tout vu, et quand elle s'en est rendu compte, elle a fait « Rends-moi mon téléphone, connard !» Et je pense que le connard aussi a beaucoup joué, et lui, il était complètement frisé, il comprenait pas ce qui se passait. Et il lui a rendu le téléphone et il s'est barré, quoi. Délire, hein, bien. Ouais. Voilà, donc ça, c'était un peu plein de... Tu sais que petits récaps. La posture, par exemple, ça a été mesuré. Hein, quelqu'un qui joue sur sa posture, qui se redresse comme ça, il diminue son hormone du stress, le cortisol, et il augmente son hormone de la confiance en soi, la testostérone. C'est la chercheuse Amy Cuddy qui a mis ça et de manière relativement rapide. Et c'est vachement important. Et quand tu regardes, moi qui ai fait des combats de boxe, c'était hyper important quand je montais sur le ring d'être droit, d'avoir l'air fier. J'avais peur, hein, comme l'autre en face, hein. Mais le fait de pas la montrer, bah, ça fait que ça me donnait confiance en moi. Si j'avais été peureux, fuir, le regard, me caresser comme ça aurait certainement contribué à faire que l'autre se sente plus fort. Et c'est marrant parce que tu racontais une anecdote pendant le stage que j'ai vécu aussi. Je sais que je me tiens souvent recourbé et tout ça. Et qu'il y a un jour où j'ai pris conscience de ça et j'ai décidé de commencer à me tenir droit. Et il y a plein de gens comme toi, je crois, qui m'ont fait la remarque, mais il y a quelque chose qui a changé, t'as grandi, t'as l'air d'avoir plus confiance en toi, et c'est un truc tout bête, mais qui, clairement, déjà réduit un peu le potentiel d'agression, en plus de dégager plus de confiance autour de toi, ce qui est quand même assez utile au quotidien. C'est tous ces petits détails, tous ces petits indicateurs, petits signaux, micro-signaux qui donnent des informations à l'autre sur ce côté. L'autre, pas forcément agresseur, hein, l'autre en général. Et c'est super intéressant de les cultiver, ça. Hein. Ok, là maintenant, on va essayer de... Voilà, vous avez appris plein de trucs, de qu'est-ce que vous mettriez en pratique avec ce que vous avez appris, mais aussi avec juste votre vécu perso. Si un mec te suit dans la rue en journée, vous qui nous écoutez, là, vous feriez quoi? Eric, est-ce que tu pourrais répondre soit en général, soit j'ai beaucoup aimé l'anecdote de ta compagne qui va au supermarché. Oui, si tu peux nous le raconter. Alors je te la raconte, hein, c'est ma compagne qui elle m'envoie un message téléphonique. Moi j'étais à l'entraînement en fait et j'ai pas du tout entendu, j'ai eu les 3 messages à la fin de l'entraînement. Mais elle m'envoie 3 messages. Premier message, elle me dit il y a un type bizarre, je suis sorti de chez moi, il y a un type bizarre qui me suit. Deuxième message vocal, oh qu'est-ce que je fais là, je commence à être en panique, il lâche pas l'affaire le mec et tout. Le troisième message, c'est bon, ça y est, j'ai géré. Ah dis donc, si je devais compter sur toi. Bon, bref. Et en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a, se sentant suivie, elle s'est rappelée d'une chose que je lui avais dite, et elle l'a emmenée dans un supermarché et elle a tapé un scandale. Elle l'a emmenée dans une galerie marchande, plus exactement, à la place d'Italie,
Et elle était dans le coin et le mec, comme mode prédateur, hein, vraiment, il disait rien, il se rapprochait, il a maté à mort. Et donc elle l'a repéré assez vite. Et là, elle a dit qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu me suis, arrête, dégage. Elle a été explicite pour que les gens comprennent la situation. Et lui, prédateur, caméra, témoin, pas bon, c'est vite tiré quoi. Il a même pas répliqué, il s'est cassé. Ça, c'est une bonne chose. Après, si vous tombez sur un émotionnel comme ça peut l'énerver et il s'énerve. Donc, il faut faire gaffe quand même à ce que vous faites au niveau des mains, etc. Bah, ça va rarement être un mec qui te suit. Hein, ouais, alors il y a malheureusement des formules hybrides. Hein. Il y a des gens qui peuvent switcher du mode émotionnel au mode prédateur. Ça, c'est plus compliqué, mais on en voit. On a simplifié tout à l'heure, mais il y a quand même des modes un petit peu mixtes. Ok. Et est-ce que tu aurais peut-être un conseil supplémentaire pour si notamment tu es une femme et qu'il y a un mec qui te suit dans la rue en journée? Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Déjà, ce que je vous conseille, c'est d'avoir une arme par destination, c'est-à-dire d'avoir repéré dans vos outils, dans tout ce que vous avez dans votre sac tous les jours, quelque chose qui peut vous servir d'arme. Mais juste, c'est pas, je l'ai repéré avec les yeux et je me dis, il faut que s'y être entraîné un tout petit peu. Ça peut être un téléphone, vos clés. Moi, je parlais de la ceinture. Des choses, quelque chose qui, ça peut être le téléphone. Le téléphone, c'est vachement bien parce que bon, alors souvent les gens me disent ouais, mais mon téléphone il coûte cher. Si je me défends avec, je vais l'abîmer. Après, c'est un choix à faire. Hein. Mais le téléphone, en plus, naturellement, je peux l'avoir à l'oreille et m'en servir en marteau. C'est vraiment facile en fait. Ouais. Donc d'avoir quelque chose qui va vous rassurer parce que vous compensez la différence qu'il peut y avoir entre le physique, ou du moins vous pensez qu'il y a entre le physique et de l'agresseur et du vôtre, en ayant quelque chose de dur dans la main. C'est dur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être un Golgoth. Si vous tapez avec ça, ça va faire tout de suite très très mal à l'autre. Donc ça peut vous rassurer. Ne pas forcément l'ignorer, c'est important au bout d'un moment. C'est-à-dire regarder, lui montrer qu'on l'a vu, et puis qu'on n'est pas d'accord. C'est pareil, hein, si je le regarde, si je l'ai vu et que je lui souris, ça va plutôt être encourageant pour lui, donc là faut éviter. Qu'est-ce que j'ai aussi? Rapprochez-vous évitez à tout prix de vous isoler, c'est vachement important. Et vous pouvez aussi demander de l'aide aux gens, un commerce, une autre femme, un homme. Alors souvent les femmes sont plus réactives dans l'aide que les hommes, hein. Mais c'est souvent les femmes qui aident. On l'a vu. Plus l'expérience aussi. Vous avez sûrement vu des expériences sociales. Il y a des gens qui font ça, et c'est souvent des femmes qui aident les autres femmes. Ok. Voilà, il y a encore plein de choses. Mais ok, ouais. Vous irez faire des stages. Deuxième situation, t'es dans les toilettes d'un bar et là, il y a un mec qui sort un couteau et qui te demande ton portefeuille. Qu'est-ce que vous feriez, vous qui nous écoutez? C'est un truc qu'ils nous ont fait pendant le stage. Bah, on l'a un peu évoqué d'ailleurs au début de l'histoire du couteau. Ouais, alors dans ce cas-là, faut donner ton portefeuille, tout simplement, et surtout pas chercher à te défendre. Enfin, je veux dire, à retenir ton portefeuille ou à retenir ton agresseur. Parce que le risque que tu as, c'est que la personne te donne un coup de couteau, alors qu'elle n'avait pas l'intention. Là, faut bien comprendre que pour l'instant, le couteau, c'est le moyen de pression. D'accord ? C'est l'outil pour te mettre la pression, pour obtenir ce qu'il veut. Donc, tu donnes ton portefeuille et tu fais de la soumission, pour le coup active, puisque ton champ d'action à toi, ça va résider dans le fait que tu puisses informer très vite les forces de l'ordre de ce qui vient d'arriver. Comment il est habillé. Et comment il est habillé, etc. Il faut savoir qu'une personne qui subit ça, généralement, elle met 20 minutes avant d'appeler la police. C'est énormément trop long. Il faut le faire tout de suite. C'est la différence que vous pouvez faire si vous n'êtes pas tombé dans la sidération, parce qu'en général, vous êtes sidéré. Mais si vous arrivez à rester connecté avec votre analyse, en fait, vous appelez très vite la police. Et malgré le fait que souvent le gars il va te dire si t'appelles la police je reviens je te tue, hein. Ça c'est une menace pour vous ralentir en fait, mais il pourra pas le faire, hein. Donc faut appeler très vite et signaler ce qui s'est passé le plus précisément possible, donner un signalement, etc. Troisième situation, ça c'est ma mère qui me l'a demandé quand je leur ai fait le petit partage sur Zoom l'autre jour. Elle dit qu'est-ce qu'on peut faire si on est dans le bus et qu'on voit un mec qui emmerde une femme par exemple à l'autre bout du bus. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est une situation compliquée, voire très compliquée, hein, celle-là. Pourquoi? Parce que déjà, le mec est-il tout seul? Ça, vous pourrez pas vraiment le savoir. Donc, ce que tu risques de faire, si tu y vas tout seul, c'est d'avoir des gens dans ton dos, en fait. Dans un bus, c'est linéaire, etc. Dans un cas comme ça, c'est quand même mieux quand c'est une femme
C'est couillon, mais une femme a plus d'impact sur un agresseur qu'un homme là. Okay. Donc généralement, le top du top, c'est de pouvoir parler à ton voisin de dossier et dire, en lui disant on va quand même pas laisser faire ça, vous venez avec moi monsieur. Et puis 2, 3 personnes, 4 personnes, et d'un coup c'est 4 personnes qui se lèvent. Et voilà, et il faut être convaincant. Ouais, faut être sûr qu'elle te suive aussi. Non, mais ça c'est le problème, il est là. Mais c'est souvent, faut accompagner la personne, faut le prendre à part. C'est pas à la cantonade. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir m'aider? C'est faut prendre une personne qui a l'air en capacité de le faire avec moi. Monsieur, venez avec moi, on va l'aider. Là, on peut pas laisser faire ça. C'est important. Après, c'est l'union qui fait la force. J'ai foi en l'être humain. Alors, faut savoir une chose, c'est que souvent les médias nous parlent de faits où il y a personne qui a bougé, etc. À mon sens, en tant que policier, de ce que je savais à l'époque de la rue, il y a quand même beaucoup plus de gens qui bougent que de gens qui ne bougent pas. Faut arrêter de dire que les gens sont des lâches. On crée la réalité en les traitant de lâches. C'est pas vrai. Les gens, en majorité, sont courageux, et notamment les femmes. C'est vrai, beaucoup plus que les hommes. C'est bizarre, mais en tout cas, les gens sont courageux, et quand il y a quelqu'un qui démarre, les autres le suivent. Tu as connu François chez nous. François, c'est quelqu'un de très courageux, qui est intervenu plein de fois, et donc il est intervenu sur une agression dans le métro. Il y a une jeune femme qui se faisait embrouiller, donc au début il dit, moi je regarde l'affaire, je me dis c'est une bagarre de couple, c'est indifférent dans un couple. Il savait pas trop. Puis ça se passe sur une fraction de seconde. Puis il voit le mec accélère et qui veut piquer le téléphone à la dame. Et là donc François il intervient. Donc il intervient physiquement, il capte le mec, et il voit dans sa vision périphérique, parce qu'il s'y est entraîné beaucoup, il voit un deuxième mec qui arrive dans le dos, et là, il réfléchit pas, il lui met un grand coup de pompe, le mec, il vole il le prend en plein buste, donc les gars au plexus, il vole sur le quai, tombe sur le quai. Lui, il prend le mec, il le contraint, il le maîtrise, et là, il a demandé à monsieur, venez là, venez vous mettre sur les jambes, monsieur, faites ci, monsieur, tirez le signal d'alarme, tac. Et tous les gens ont agi. Il a pris le lead, en fait, et il a donné des ordres. Il a donné la tâche à faire à la personne. Et il n'a pas laissé dans le flou, en fait. Bon, donc déjà, le mec avait essayé de sortir une arme. Donc, vous voyez, le 1+1, ça lui a bien servi, parce qu'il a tout de suite regardé les mains. Il a vu que le gars essayait de tirer une arme de sa ceinture. Il a attrapé l'arme. Et il s'est retourné pour contrôler le deuxième gars qui était sur le quai KO. Et là, en fait, il y avait plein de gens qui étaient à la base des témoins, qui étaient en train de le taper par terre. Il a fallu que mon pote François gère en disant, écoute bien, parce qu'il y a tout dans cette situation. Il leur a dit, arrêtez, comme les mecs, arrêtez pas. Il leur a fait un coup bénéfice. Il est génial, François. Il leur a fait, regardez les caméras, là. C'est vous qui allez être condamnés si jamais il y a un truc. Et les gens, ils ont fait, peut-être c'est pas con, là. On va peut-être arrêter de le taper. C'est étonnant comme situation, mais en fait, tu regardes, il y a tout dans cette situation qu'il a vécue. Ouais. Bon, vous en arriverez peut-être pas, vous vous sentez peut-être pas en confiance assez pour prendre le leadership à ce point-là, mais franchement, rien que déjà après un stage, ou si vous en faites dans un club. Ce qui est vraiment important, c'est de comprendre que ça s'apprend. Et que ça peut, c'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai peur et que je sais pas comment faire que je peux pas inverser la vapeur. Et il y a des choses, il faut apprendre les bonnes choses. Il faut apprendre à la bonne source, il faut comprendre qu'il n'y a pas besoin de passer 20 ans d'arts martiaux pour commencer à devenir efficace. Ça peut même être contre-productif d'ailleurs. Il faut aller vraiment sur des choses qui préparent. C'est comme le secourisme, on revient à ça. Tu apprends le secourisme, et d'un coup, tu es beaucoup plus résilient. Parce que c'est ça l'idée, c'est de devenir plus résilient petit à petit. Ça va relativement vite, parce que toi, ce que tu as fait, ta marge de progression, comme tous les gens qui sont venus, qui avaient jamais rien fait avant dans le stage, elle est énorme. Entre quand t'es arrivé, quand t'es parti, vraiment, t'es beaucoup plus, voilà quoi. C'est-à-dire que maintenant, je serais avec toi n'importe où, il se passerait quelque chose, je pourrais compter sur toi. Je sais que t'as été formé, que si je te dis, tiens, pose un garrot là, par exemple, en imaginant que c'est moi qui ai le leadership, je sais que tu sais le faire. Ou tiens, couvre-moi derrière, tu sais que tu sais le faire. Tu comprends? Et ça, tu l'as appris très vite. Ouais. Donc pour vous donner une solution plus accessible sur la situation d'un mec qui emmerde une femme à l'autre bout du bus ou du métro, peu importe, ça peut être aussi, je sais pas, de l'invectiver de loin, lui dire laisse-la tranquille et tout, ou lui dire en plus il y a des caméras, c'est filmé. Exactement. Parce que la priorité c'est aussi de vous garder en sécurité. Si c'est juste pour créer un suraccident, plus de victimes que ce qu'il y a déjà, ça sert à rien quoi. Ouais. Et la dernière situation que je voulais te parler, c'était une qui est dans ton bouquin, je crois. C'est si tu vas retirer des sous à un distributeur automatique,
Qu'est-ce qu'on peut faire avant d'y aller? Et une fois sur place, si par exemple on voit qu'il y a des mecs pas loin, un peu louches. Bon, déjà, avant d'y aller, ça dépend ce que femmes, vous allez faire, mais je citais dans l'exemple, dans mon bouquin, un exemple vrai, hein, d'une nana qui partait en voyage et qui allait retirer des sous en masse, parce que c'était un pays qui avait pas de l'euro, et que le change sur place était plus intéressant. Donc, du style à retirer 3000 francs, 3000 euros, pardon. Et le problème, c'est qu'elle en a parlé. Et donc, elle en a parlé quand tu parles que tu vas retirer avec un de tes amis, qui en parle à un autre ami, qui en parle à quelqu'un qui est moins recommandable. À un moment, tu es à la merci du fait que l'information puisse être diffusée à des gens peu recommandables qui peuvent s'organiser. J'ai des copains en flic toujours, bien sûr. Il y en a un qui me racontait l'autre fois dans le 16e arrondissement, un petit groupe de mecs qui se sont organisés pour aller faire un homejacking. Et ils sont allés maltraiter un mec qui était assez fortuné et lui piquer une montre qui valait très 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 cher. Et tout simplement, c'est que le gars avait parlé de cette montre-là devant sa fille et surtout du copain de sa fille, du petit copain de sa fille, assez nouveau. Et le petit copain de sa fille, il a dit, tu te rends compte, mon futur beau-père, il a la caillasse, et il a vraiment beaucoup d'argent. Et regarde, d'ailleurs, il a une montre, tout ça. Et, ah ouais, il habite où? Il habite tel, voilà. Et c'est comme ça que ça s'est passé, en fait. C'est comme ça qu'ils ont monté le projet, les gars. Donc, les indiscrétions, déjà. Deuxièmement, après, quand on va s'y rendre, on s'y rend, si c'est pour retirer beaucoup d'argent, on n'y va pas seul. Sinon, on emmène quelque chose avec nous. On peut avoir une gazeuse, une lacry, quelque chose, au moins une arme par destination. On choisit l'heure où on y va. On n'y va pas, bien sûr, dans la nuit. On va une heure où la rue va être fréquentée. On fait attention, on est vigilant, on regarde et on scanne le DAB avant d'y aller. Est-ce qu'il y a des gens qui attendent? Est-ce qu'il y a des gens un peu bizarres? Et si jamais il y a des gens bizarres, même si on a prévu ce créneau horaire-là et que ça va être compliqué de le faire plus tard ou de différer l'action, on la diffère. On décroche parce que non, pas bon là. T'as le droit de changer d'avis. T'as le droit de changer d'avis, t'as le droit de ne pas t'exposer. Si à un moment le risque est trop fort, faut voilà. Mais il faut être vigilant, hein. C'est-à-dire que la plupart des gens, ils ont un planning, ils ont les coups de téléphone, ils vont le faire sur le trajet parce que ça fait un temps masqué. Oui, je t'appelle, ils vont pas du tout être. Puis ils vont tirer leur thune, ils vont les mettre ostensiblement. Puis voilà. Donc pour finir, il y a 2 questions assez simples à mon avis à vous poser. C'est quand et où est-ce que vous êtes exposé dans votre vie quotidienne? Et voilà, parmi tout ce qu'on a dit, quelles précautions est-ce que vous pouvez mettre en place? Est-ce que c'est choisir et vous entraîner avec une arme par destination? Est-ce que c'est apprendre à scanner? Est-ce que c'est plusieurs choses tant qu'à faire? Donc voilà, moi je serais trop curieux dites-nous un truc que vous retenez de cet épisode en commentaire YouTube ou sur Instagram @soif de sens. Et voilà, si vous voulez mettre en pratique dans la vraie vie, donc la DAC, c'est des clubs de self-défense pour les hommes et aussi pour les femmes avec des programmes Amazon spécial femmes. Tu peux nous redire dans quelle ville vous êtes? On est dans de nombreuses villes. D'abord, si vous cherchez, vous trouverez sur le site adacfrance.com. Parce que ADAC tout seul, c'est l'automobile club allemand. Vous allez tomber là-dessus. Donc, ADAC France. Oui. Et c'est autre chose. Et puis, donc, on a je sais plus combien maintenant des clubs. On doit en avoir une quarantaine à l'époque, en tout cas. Donc, il y en a à Grenoble, à Paris, en Bretagne, il y a en Rennes, qui marche très bien. Il y a Bain de Bretagne. Il y a aussi en Haute-Savoie, dans la région parisienne, dans le 77, etc. Il y en a pas mal. Et tous les gens qui dirigent ça ont été formés. Il faut savoir que nous, on a une filière de formation qui est assez exigeante. Parce qu'on pense que former des gens à se protéger, c'est pas anodin. Si on leur dit des choses qui marchent pas et si on dit des choses contre un couteau, vous y allez, vous faites ci, vous faites ça, on les expose. Et nous, on a une responsabilité, donc on est très exigeant sur nos profs. Et surtout, je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est peut-être un sujet complètement nouveau où vous n'êtes pas prêt à aller faire de la self-défense toutes les semaines. Mais par contre, ça peut être, il y a des stages d'1 semaine et aussi pas mal de stages juste de 1 jour. Ça, je trouve ça génial. Pour monsieur et madame tout le monde. Puis il faut pouvoir se libérer aussi. Donc pour ça, vous pouvez aller voir sur le site, sur leurs réseaux sociaux. Inscrivez-vous à la newsletter de la DAC, même si tous les stages sont pas toujours relayés. Donc faut pas hésiter à aller voir régulièrement sur le site. Je tiens à dire aussi que pour les gens qui n'ont pas le temps de prendre des cours hebdomadaires, on a vraiment dirigé et conçu nos stages de journée ou de 3 heures de manière très pragmatique avec un suivi pour vraiment choper de la compétence, quoi. Et notamment les stages de mise en situation sur le site s'appellent les stages CATS, concept d'adaptation tactique en situation.
c'est très formateur. C'est un vaccin anti-agression, en fait. Alors, je précise, c'est pas du tout un podcast sponsorisé. C'est spontané, moi. Au-delà du sujet de la self-défense, j'ai vraiment rencontré une équipe, je pense que vous l'avez vu, hyper bienveillante, chaleureuse, joyeuse, féministe aussi, je m'y attendais pas, écolo aussi d'ailleurs, à l'écoute. Et je trouvais que le stage était vraiment très très bien construit au niveau pédagogique. Tout sujet confondu, j'ai rarement vu une formation d'aussi bonne qualité. Donc voilà, là je veux pas avoir des réductions sur ta formation, Eric. C'est pas pour ça que je te fais plein de trucs. C'est bien. Mais vraiment, je vous recommande je vous recommande à 200%. Pour vous donner une idée, je crois que ça varie selon les antennes, mais c'est autour de 75 euros la journée, le stage de un jour de formation. Moi, la semaine, là, c'était autour de 600 euros, mais il y avait logement et repas compris, donc c'est peut-être 300 euros en vrai. La plupart sont bénévoles. Et il y avait vraiment une trop bonne ambiance. On était morts de rire pendant toute la semaine. Et c'est évidemment ouvert aux débutants et aux femmes. Merci Eric. Merci. Allez voir leur chaîne YouTube aussi. C'est très pédagogique. Et si vous avez kiffé ce podcast, je vous conseille évidemment l'épisode de la semaine dernière avec Eric sur son histoire, sa vision de la self-défense. Et voilà. Abonne-toi et parle de ce podcast à un ami qui s'est déjà fait agresser. Ça va carrément l'aider. Merci Eric. Merci à toi, Ciao Pierre. tout le monde.